La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole. Elle est numéro 1 dans 3 productions. Le cacao, évidemment 44% de la production mondiale, en gros 2 millions de tonnes sur 4,5 millions de tonnes produites dans le monde. Donc quand vous mangez un carré de chocolat, vous avez quand même de bonnes chances de manger du cacao en provenance de la Côte d'Ivoire. Ils sont leaders mondiaux sur l'acajou, mais pour ces deux cultures, quand il y a une transformation, c'est de la première transformation, c'est-à-dire une étape de la chaîne de valeur qui fait peu de valeur. Ça simplifie un peu les expéditions. Et la troisième production sur laquelle la Côte d'Ivoire est leader mondial, c'est la cola. Coca, Pepsi sont de très gros acheteurs de cola. Et puis il y a un deuxième marché qui est le marché traditionnel où la noix de cola fraîche est consommée. Et en plus, c'est un produit qui est utilisé lors des mariages, etc. Elle est leader africain sur la banane. Coton, elle est deuxième, troisième. Enfin, elle est toujours dans le top 3 ou 4. Et son premier poste d'importation alimentaire, c'est de poisson. Et après, il y a un deuxième poste à égalité, il y a à peu près moitié blé et puis il y a moitié riz, ce qui est contrariant pour les Ivoiriens, sachant qu'ils peuvent produire du riz à peu près partout dans ce pays. On était autosuffisant en riz, mais il n'y a plus d'investissement malheureusement depuis les années 80. Donc du coup, on a oublié d'importer du riz et les infrastructures sont là, il faut les réhabiliter, il faut appuyer les producteurs pour qu'on puisse être autosuffisant. Il y a un objectif du président Ouattara qui est l'autosuffisance en riz à l'horizon 2030. C'est très près, à tel point qu'il y a un ministre chargé de la promotion de la riziculture. Je dirais qu'on est en train de rentrer actuellement dans une phase, pas d'autosuffisance, mais presque. C'est-à-dire que si ici vous voulez du lait entier, de plus en plus ici c'est fourni localement. Nous on travaille avec des agriculteurs qui ont entre 400, 500, parfois 1000 hectares, qui produisent leur propre lait, leur propre yaourt, leur propre fromage. Globalement, vous avez soit des toutes petites structures familiales, soit des grandes plantations. Dans la région de San Pedro, j'ai visité une plantation qui faisait 60 000 hectares. Bon, il y avait l'usine au bord de la plantation. Bon, ils faisaient 2 activités de l'EVA et du palmier à huile qui sortaient de la plantation des choses qui allaient ensuite directement sur le bateau pour être exportées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, vous avez des très grands groupes. Vous avez la compagnie fruitière, dont le siège social est localisé à Marseille, qui fait de la banane douce, de l'ananas, mais également quelques fleurs tropicales. Ensuite, vous avez un autre grand compte qui est Sifka, qui est très diversifié, qui est dans la palme, qui est dans le sucre. Ensuite, il y a un deuxième type d'exploitants, ce sont des hommes d'affaires ou des industriels qui sont installés ici et qui ne sont pas forcément dans l'agriculture et qui ont pu bénéficier de la terre des parents. Ces exploitants sont assez atypiques et donc vont développer de l'agriculture à base d'élevage. Ces gens-là se lancent également dans des cultures intensives comme la tomate plein sol ou la mangue. Troisième type de clients, vous avez des coopératives type CUMA et aussi des particuliers. On peut estimer à 5 à 10% des producteurs ivoiriens ceux qui ont une activité uniquement centrée sur le vivrier pour le marché intérieur. Nous faisons essentiellement du vivrier. Voilà, c'est vrai que derrière ce vivrier, on a des cultures pérennes. Moi, je suis au sud, j'ai un peu de VA et j'ai un peu de palmier à huile. Et puis un peu de cacao. Il y a très peu de grandes plantations de cacao. Le cacao, c'est vraiment une production de petits agriculteurs familiaux. Mais c'est plus le vivrier qui est devant, le manioc. On fait avec, c'est des méthodes archaïques. Et ça rend difficile notre métier. Ce n'est pas mécanisé et puis on est obligé de travailler toujours la tabac. Ça ressemble entre une pioche et puis une pelle. Enfin, c'est très court et on est obligé de se courber. Donc, c'est assez pénible à utiliser. Le vivrier, on produit en quantité suffisante. Puis, on a des difficultés pour écouler nos productions parce que c'est périssable et que les pistes villageoises ne sont pas souvent praticables. Les routes ici sont plein de petits marchés, plein de dames qui vendent leurs récoltes, mais ça reste des gens qui sont relativement très modestes et qui n'ont pas forcément l'argent pour faire de la culture intensive ou mécanisée. Nous, les femmes, on est dans le vivrier qui sont des produits qui sont très périssables, comme la tomate, les aubergines, le manioc. Le temps de faire venir dans les grandes zones, ça prend un coup et souvent on n'a pas de camions qui sont adaptés au transport de ces produits-là. Le temps d'arriver sur la grande voie,
40 kilos, on peut se retrouver avec 15 kilos de perdu. Donc tout ça, ça nous fragilise. L'agriculture vivrière, elle a pour mission de nourrir des villes. Et là, ils sont branchés sur des circuits économiques qui sont assez informels, mais assez performants. Et on l'a mesuré au moment du Covid. Et en 2 mois, ils se sont reconfigurés. Il y a de jeunes coopératives qui se sont structurées avec de la vente directe sur Internet, ou en tout cas des systèmes de mise à la vente auprès des vendeuses de proximité sur les marchés. Et on voit des femmes qui autrefois allaient s'approvisionner au grand marché, puis revenaient distribuer en ville. Aujourd'hui, ont leur smartphone et achètent directement aux producteurs. Actuellement, les campagnes sont désertifiées, donc il y a de moins en moins de main-d'œuvre. Donc ça nécessite de la mécanisation. À partir du moment où ça nécessite de la mécanisation, il faut former les gens. Donc on intervient aussi bien en mécanique qu'en formation. Et de plus en plus, il y a des écoles de formation agricole qui sont en train de se mettre en place. On vend du matériel de très haut niveau. Il y a des tracteurs, évidemment. On vend du Kivogne, on vend du Kuhn. Donc on vend des matériels de précision. Actuellement, dans le Nord, il y a une grosse exploitation qui se monte. On vend du semoir pneumatique, comme vous pouvez en trouver en Beauce ou en Seine-et-Marne. Pour vous donner encore un autre exemple concret, l'année dernière, on a été le premier à livrer une moissonneuse-batteuse John Deere pour le maïs, avec une barre de coupe de 8 mètres. La différence majeure entre une agriculture européenne et l'agriculture de Côte d'Ivoire, c'est pas le niveau de technologie, c'est pas la qualité des sélectionneurs, parce que les sélectionneurs qui font de la sélection de palmiers à huile, ils sont tout aussi compétents que ceux qui font de la sélection de blé. C'est pas le matériel agricole, c'est la capacité des agriculteurs à décider de ce qu'ils veulent faire de l'agriculture. La difficulté classique d'un agriculteur, c'est de financer sa campagne agricole, comme il n'y a pas de dispositif collectif, mutualiste, etc. de financement de l'agriculture. Et donc, la faiblesse de l'organisation coopérative, l'absence de climat, l'absence de capacité de négocier les conditions dans lesquelles on arrive au marché. Enfin, c'est ça la principale difficulté. Ce qui est étonnant, c'est que quand on parle, par exemple, du cacao, et c'est vrai, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit 42 et quelques pourcents, et elle reçoit 6% de la valeur finale faite par la filière cacao.